Et donc pour finir la pédiatrie, le dernier dossier pour cette conférence D3 Raphaël, eh bien, il s'agit du petit Jamel, 10 mois, qui présente depuis 2 jours des selles liquides. Donc on est dans un contexte manifestement de diarrhée où son poids est de 6 kg et puis il n'a pas de signes de déshydratation importants. On vous demande quels sont les signes de déshydratation à chercher. Donc là, c'est vraiment important que vous ayez en tête que le problème de la diarrhée, ce n'est pas le problème du symptôme des selles liquides, c'est le problème de la déshydratation potentielle que celle-ci pourrait entraîner. Deuxièmement, on vous dit 3% du poids corporel, donc c'est véritablement très modeste. Et puis, lors des semaines qui suivent, il y a une reprise pondérale qui n'est pas satisfaisante. Ça veut dire que là, on est dans un dossier où on sent que la diarrhée qui était au début stigmatisée comme aiguë devient plutôt une diarrhée persistante, une diarrhée chronique avec une hypotrophie et avec un enfant qui a une hypoalbuminémie. Donc, on a probablement une maladie sous-jacente et on demande comment on va confirmer la suspicion diagnostique d'une des causes de maladie chronique qui peut engendrer une diarrhée chronique. Puis on vous demande si elle est confirmée, quel traitement diététique. Alors là, traitement diététique, quelque chose qui donne la diarrhée, qui a un traitement diététique, il n'y a pas 50 000 maladies, il y en a 2. Il y a soit la maladie cœliaque, intolérance au gluten, soit l'allergie aux protéines lait de vache. Or, on a dit, vous l'avez lu dans l'énoncé antérieurement, que le régime sans protéines lait de vache n'avait aucun effet. Autrement dit, le diagnostic, il est fait rien qu'en lisant l'énoncé facilement. Après, on dit, est-ce que quand on a une maladie cœliaque, on est plus exposé à d'autres maladies? Et on a déjà compris le dossier avant de commencer à le faire. Donc, dans cette joie non dissimulée, on va rentrer un peu dans les détails parce que la diarrhée aiguë, qui devient ensuite diarrhée chronique, certes, mais la diarrhée aiguë en elle-même peut faire l'objet de plusieurs dossiers à l'ECN. Donc, les signes de déshydratation, certes, on dit déshydratation cellulaire, intracellulaire, extracellulaire, mais le plus important, c'est de bien spécifier l'intensité de cette déshydratation en 3 cases. Soit elle est légère, soit elle est modérée, soit elle est sévère. Et en fonction de ces éléments, on va avoir des critères cliniques qui sont complètement différents, en sachant que si on a plus de 15% de déshydratation, à ce moment-là, on a des troubles hémodynamiques. Et ces troubles hémodynamiques sont à connaître de manière extrêmement précise parce qu'ils peuvent mettre en jeu le pronostic vital. Donc oui, on peut mourir de diarrhée aiguë en l'année qui est la nôtre. C'est capital. Capital. Donc, on n'a pas le droit d'avoir, comme on l'a depuis ces dernières années, 10 à 15 enfants ou 20 enfants qui sont des nourrissons qui meurent d'une diarrhée banale. Non. Donc il faut bien arriver à comprendre quels sont ces signes. Vous voyez ici l'enfant, hormis sa tétine, vous arrivez à pincer très facilement, on a l'impression qu'il a la peau flétrie, il a ce qu'on appelle une persistance du pli cutané, ça veut dire plus de 9% de perte de poids corporel. Donc cet enfant, il faut le réhydrater et il faut lui mettre en place une voie intraveineuse. Cet enfant, il a, comme vous le voyez ici, une fontanelle complètement déprimée. C'est le bébé lui-même qui est déprimé avec une fontanelle aussi creuse. Attention, la dépression de la fontanelle ne s'apprécie qu'avant l'âge de 6 mois. Après, on ne peut plus très bien l'évaluer. Mais c'est un bon signe quand c'est avant. On voit encore ici la persistance du pli cutané. Vous voyez, après, une fois qu'on l'a sorti, vous voyez ici que la peau reste un petit peu comme un drap drapé, d'accord, comme une peau de vieux. Les yeux creux, sans commentaire. La fontanelle déprimée, sans commentaire. Et puis la persistance du pli cutané, là aussi, je me dispenserai de tout commentaire. Donc ici, vous avez des signes de déshydratation qui sont tout à fait nets, qu'il faut que vous ayez en tête pour prendre en charge ces nourrissons quand vous serez interne aux urgences. Alors, est-ce qu'il y a des signes qui sont plus pertinents que d'autres? Si on fait une revue de la littérature, on voit que ce n'est pas très criant. Certes,
J'ai mis en rouge des chiffres qui ont une bonne sensibilité, spécificité, mais c'est pas 100%. Je mets juste à votre sagacité un des signes qui vient d'être récemment mis en exergue, c'est l'absence de larmes. Autrement dit, quand un bébé est déshydraté, vous lui mettez une claque, il pleure sans rien. Enfin, il ne faut pas mettre une claque à tous les bébés déshydratés. J'ai trouvé ça assez cocasse pour pouvoir vous le compter. On peut, parce que jusqu'à présent on disait déshydraté, perte de poids, mais on peut avoir dans une situation un enfant déshydraté avec un poids qui est conservé. C'est dans cette situation où on a un troisième secteur, un enfant qui est complètement ballonné. Il y a une mère l'autre fois qui me dit, et elle avait raison, hein, et je lui dis mais il a la diarrhée parce qu'il n'était pas bien et tout, et elle me disait pas encore. Ça veut dire que, et après elle rajoute, elle dit je pense qu'il a une diarrhée rentrée. Et c'est vrai que quand ça sort, il va perdre en même temps 5 à 10% de son poids corporel. Donc on a vu les éléments de déshydratation avec la perte de poids, même s'il y a cette situation exceptionnelle, et puis les signes de déshydratation extracellulaire. On a dit les différents éléments, que ce soit la fontanelle déprimée, la persistance du pli cutané de plus de 8%, et puis les muqueuses sèches, la soif, les troubles de la conscience, plutôt dans la déshydratation intracellulaire. Donc là, c'est en fait un enfant qui a une diarrhée sans perte de poids intense, et on vous dit effectivement qu'est-ce qu'il faut faire. Alors là, c'est assez simple. Pour traiter cette diarrhée, on ne va pas traiter la diarrhée, on ne va pas traiter le symptôme, on va traiter la complication potentielle. Ça, c'est très difficile pour les mères de comprendre. Et si je ne comprends pas, je viens pour de la diarrhée et vous lui donnez de l'eau, mais ça n'arrête pas la diarrhée. Et effectivement, il faut dire à la mère qu'on va lui donner de l'eau, mais que la diarrhée va se pérenniser pendant encore 5 à 7 jours et que c'est uniquement en évitant qu'elle ne se complique que l'amélioration va se voir. Je vais dire oui, mais vous ne le traitez pas. Non, on ne traite que la complication. La diarrhée, elle va s'estomper par elle-même parce que c'est une diarrhée virale dans la très très grande majorité des cas. Ce n'est pas de l'eau pure qu'on lui donne, c'est un soluté de réhydratation orale. Ce soluté de réhydratation orale, c'est ça le mot-clé, doit être donné à volonté, de manière fractionnée, réfrigérée, avec un régime normal. On donne un sachet pour 200 ml d'eau. Ça, il faut bien le dire aux mères parce que souvent, elles mettent tout ce qui est biberon, elles font une cuillère mesure pour 30 ml d'eau. Là, si tu fais un sachet pour 30 ml d'eau avec des solutés de réhydratation orale, tu vas donner une solution extrêmement concentrée en sel et tu vas assécher encore plus le nourrisson. Donc si on détermine en termes de points, les mots-clés, c'est soluté de réhydratation orale, à volonté, de manière fractionnée tant que les sels liquides persistent, avec un régime normal au bout de 6 à 8 heures. C'est véritablement quelque chose de très stigmatisé qui est tombé à l'ECN d'ailleurs. Ça a eu une recommandation, et ça a donné lieu à une recommandation jointe gastro-entérologue et infectiologue en 2008, qui ont bien spécifié que le rotavirus était le principal virus à l'origine des gastro-entérites, et que devant une gastro-entérite, il fallait réfléchir aux différentes choses. Un, c'est une gastro-entérite, mais est-ce qu'on en est sûr? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une autre pathologie qu'une gastro-entérite, comme on va le voir tout à l'heure? Deux, s'il a une gastro-entérite, est-ce que celle-ci est compliquée d'une déshydratation sévère avec des troubles hémodynamiques? Est-ce qu'il y a un choc? Puis ensuite, une fois qu'on a fait ça, on regarde est-ce qu'il a une déshydratation de moins de 10%, de moins de 5% ou pas déshydraté du tout. Puis après, on regarde comment sont les parents, est-ce qu'ils sont fiables? Et puis en fonction de ces différents systèmes, on va soit l'hospitaliser, soit l'admettre aux urgences et le surveiller aux urgences, soit éventuellement le faire retourner à domicile. Donc, l'affection grave autre qu'une gastro-entérite aiguë, effectivement, vous voyez, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être des affections chirurgicales. Oui, vous allez me dire, mais comment des occlusions peuvent donner des diarrhées? Oui. C'est-à-dire qu'avant que l'occlusion ne s'installe, il y a une débâcle du segment d'aval avec une irritation du côlon et ça peut donner au début une diarrhée, puis ensuite il y a le syndrome occlusif avec l'arrêt des matières et des gaz. Il y a ce fameux syndrome hémolytique et urémique. Vous avez entendu probablement parler de l'épidémie qui a eu lieu de E. coli
eh bien, cette épidémie donne ce syndrome hémolytique urémique encore plus chez l'enfant avec le O157H7 qui est responsable, qu'on ne retrouve pas dans les concombres, mais plutôt dans les eaux un petit peu boueuses. Et puis il y a des infections non digestives, hein. J'ai mis infection urinaire et paludisme parce que c'est ce qui avait été publié, mais ça aurait été la même chose avec une otite qui peut donner aussi une diarrhée aiguë. Donc on doit reconnaître précocement choc. Je ne vais pas insister, vous connaissez les signes de choc, hein. C'est quoi? C'est la tachycardie, la polypnée, et puis à partir du moment où l'enfant a une tension artérielle qui est diminuée ou une oligoanurie, ben, tout à coup il a un choc décompensé avec un arrêt cardio-circulatoire qui peut devenir imminent. Donc attention à bien savoir cela. Alors, devant une gastroentérite, quand on l'oriente et quand on l'hospitalise, ben c'est simple, hein. S'il a plus de 10% de perte de poids corporel, s'il a des troubles du comportement, s'il a des vomissements incoercibles ou bilieux, j'aime à dire vomissements verts, bébé à ventre ouvert, ça veut dire que c'est chirurgical. Et doute sur une étiologie chirurgicale, il faut évidemment les hospitaliser. Échec d'un traitement en cours par le soluté ou bien une mauvaise condition socio-économique ou une condition de précarité, il faut hospitaliser ces enfants. Et puis quand est-ce qu'il faut les surveiller tout particulièrement avec 1 à 2 consultations par jour pour voir s'ils ne se déshydratent pas de manière gravissime? Eh bien, s'ils ont des diarrhées profuses, des vomissements itératifs, du sang dans les selles. Le sang dans les selles à lui seul n'est pas une indication à l'hospitalisation. Par contre, si elle est associée à d'autres choses, oui. Le petit de moins de 2 mois, contrairement, vous avez vu, la pneumonie moins de 6 mois, la bronchiolite moins de 6 semaines, ben, il n'y a pas de terme pour la gastroentérite ou pour la diarrhée. Maintenant, plus il est petit, plus on va le surveiller. Mais tout bébé de moins de 3 mois, il ne faut pas l'hospitaliser uniquement parce qu'il a moins de 3 mois. Alors que la bronchiolite, il a moins de 6 semaines, tu ne discutes pas, tu l'hospitalises. Quand est-ce qu'on peut le traiter en ambulatoire avec des systèmes qui sont plus ou moins adaptés aux enfants qui ont de la diarrhée? Ça, c'est le Vélib, celui qui a la chiasse. Eh bien, quand il y a une diarrhée sans déshydratation, avec peu de température et tous les signes précités, à ce moment-là, on est tranquille. Okay? Donc ça, c'est la diarrhée aiguë. Diarrhée aiguë, je réinsiste une dernière fois, quitte à être un petit peu pesant, on ne se préoccupe pas de la diarrhée, on se préoccupe uniquement de la déshydratation potentielle sous-jacente. Puis après, malgré le traitement, il n'arrive pas bien à grossir. Et comme il n'arrive pas bien à grossir, on l'apprécie cliniquement et on vous demande comment on apprécie une dénutrition. On apprécie une dénutrition par ce mesure de périmètre brachial sur périmètre crânien qui, s'il est inférieur à 0,30, n'est pas normal, 0,28 dénutrition, 0,26 dénutrition sévère. C'est beaucoup plus facile que mesurer les plis cutanés comme vous le voyez ici et le reporter sur des abacs. Donc véritablement la dénutrition c'est ce chiffre, rapport du périmètre brachial sur le périmètre crânien. Périmètre brachial sur périmètre crânien, la croissance et le rapport poids sur taille évidemment peut être valable, mais comme vous le voyez, par exemple, le BMI n'a pas un grand intérêt dans le cadre des dénutritions chez le nourrisson. Chez le plus grand, ça n'est pas le cas, hein, puisque par exemple l'anorexie mentale, oui, on fait des BMI, mais pas chez le petit. Et puis là, vous avez un enfant qui a une diarrhée, qui est chronique, avec une hypotrophie, puis vous lui mettez un régime sans protéines de lait de vache, et puis manifestement, il y a une anémie microcytaire, une hypoalbuminémie, et vous évoquez un diagnostic. En gros, il y a 3 diagnostics à évoquer devant une diarrhée chronique avec hypotrophie. C'est mucoviscidose, allergie aux protéines lait de vache, maladie cœliaque. Mucoviscidose, on n'en a quasiment plus puisqu'ils sont dépistés à la naissance, comme on a vu dans le cas clinique antérieur. Allergie aux protéines lait de vache, ici ça ne peut pas être le cas puisqu'on a mis un régime et ça n'a pas marché. Donc, par déduction, ici, le diagnostic à évoquer était celui d'une maladie cœliaque avec un syndrome de malabsorption. Cette maladie cœliaque qui peuvent donner des dénutritions importantes, vous voyez ce qu'on appelle les fesses tristes chez ces nourrissons, avec donc un périmètre brachial sur périmètre crânien inférieur, fesses tristes et ventre ballonné. D'accord ? Gros ventre, petite fesse, ça c'est une hypotrophie qui nous fait craindre effectivement une intolérance au gluten ou maladie cœliaque. Attention, la maladie cœliaque, ce n'est pas uniquement des ballonnements et des pertes de poids, même si c'est très fréquent, comme vous le voyez.
la diarrhée, elle est présente que dans 65% des cas, et je l'ai surligné, la constipation, c'est 30% des cas. Donc, constipation avec hypotrophie, il faut rechercher aussi une maladie cœliaque. Et puis, il y a énormément d'autres éléments qui peuvent être aussi variables que l'eczéma, de l'APHE, des crampes, qui peuvent donner aussi le change. Et la maladie cœliaque, actuellement, est considérée comme un iceberg. Donc, la partie immergée serait uniquement minime en termes de fréquence. Il y aurait peu de maladies cœliaques syndromiques ou symptomatiques. Et puis, le maximum serait en dessous avec des maladies cœliaques, soit avec peu de symptômes, soit complètement silencieuses. Oui, on peut souffrir de maladies cœliaques sans avoir aucun symptôme. Et ça, on va de plus en plus les mettre en exergue avec on va dire l'élargissement des prescriptions de dosage sanguin à la recherche d'une maladie cœliaque dans la population générale. Comment on confirme la suspicion diagnostique? La suspicion diagnostique, on la conforte avec le dosage des IgA antitransglutaminase, qui a une très bonne sensibilité spécificité s'il n'y a pas de déficit en IgA, et on la confirme avec des biopsies intestinales. Donc, il faut à la fois des IgA antitransglutaminase positives et puis une biopsie intestinale qu'on fait une fois que les IgA sont positifs. Alors peut-être que dans plusieurs années, on se contentera du dosage des IgA positifs, mais pour l'instant, il faut bien toujours la biopsie intestinale pour accréditer de manière formelle une maladie dont on va souffrir toute sa vie, qui est une maladie chronique avec un régime diététique particulièrement difficile. D'accord ? Attention au déficit en IgA, comme je l'ai signalé, parce que s'il n'a pas d'IgA, il ne peut pas augmenter ses IgA antitransglutaminase. Donc, attention, la maladie cœliaque, il y a des manifestations systémiques auto-immunes, et il faut le savoir. Quand on fait une biopsie, parfois même à l'examen, on voit, comme ici, des petites fissurations avec très très peu de villosité visible. C'est des petites lésions comme ça, hein, c'est des lésions pour des yeux avertis qu'on appelle des scallopings ou des petites fissures. Mais le diagnostic, c'est évidemment l'histologiste qui le donne en montrant, ici vous avez des villosités normales, vous voyez des villosités très très hautes, avec peu de lymphocytes dans l'épithélium, et puis ici vous avez des villosités complètement raplapla, avec une hypertrophie des cryptes. Ici les cryptes sont toutes petites, ici vous voyez les cryptes sont immenses, et puis vous avez énormément de lymphocytes intraépithéliaux au niveau des surfaces, alors qu'ici vous en avez beaucoup moins. Donc, augmentation des lymphocytes intraépithéliaux, atrophie villositaire totale, hypertrophie compensatrice des glandes ou des cryptes et infiltration lymphoplasmocytaire, vous avez ici tous les stigmates anatomopathologiques ou histologiques en faveur d'une maladie cœliaque. Mais attention, hein, je vous dis, les anticorps positifs sans signe clinique, on va en avoir de plus en plus, et alors là, on va se retrouver devant une ambiance de Titanic où peut-être on va découvrir qu'un quart de la population française a une maladie cœliaque, et à ce moment-là, c'est la sécurité sociale qui va couler parce que il faudra les mettre tous au régime, comment faire pour les prendre en charge, etc. Le diagnostic est confirmé, c'est une maladie cœliaque. Le régime diététique, il est donc l'exclusion, basé sur l'exclusion de gluten. Le gluten, c'est une protéine qui contient de la gliadine. Et la gliadine, on la trouve où? Dans le seigle, dans l'orge, dans le blé et dans l'avoine. Alors, d'un point de vue très institutionnel, mais à l'ECN, je pense qu'il ne faut pas la jouer. Oui, moi je pense que c'est publié dans telle ou telle revue. Il faut être institutionnel et l'institution dit régime sans gluten à vie chez les enfants et les adultes qui ont une maladie cœliaque. Et effectivement, c'est quelque chose qui est complètement recevable. C'est un principe de précaution, même si le régime sans gluten, c'est difficile à suivre. D'accord ? Certains disent que l'avoine peut être supportée quand elle est mangée pure. Alors pour manger de l'avoine pure, à part les chevaux et les Anglais, peut-être pour le porridge, mais bon, je ne vois pas qui peut faire ça. Donc,
il a un régime sans gluten à vie, est-ce qu'il a d'autres maladies auxquelles il peut être confronté? Ben malheureusement, oui. Le cancer, les maladies auto-immunes et en particulier les ostéopénies. On sait que l'enfant ou l'adulte qui suit mal son régime est de manière significative plus exposé que la population générale à faire ce type de pathologie. Et il faut suivre les enfants qui ont un régime sans gluten en dosant les anticorps anti-TPO, en surveillant s'il n'y a pas un diabète sous-jacent. Et chez l'adulte, il faut surveiller l'apparition de cancers ultérieurs, en sachant que chez l'enfant, il n'a jamais été décrit de cancer cœliaque induit à l'âge pédiatrique. Donc c'est un problème plus chez l'adulte. Maintenant, de là à ne pas les mettre au régime et les mettre au régime plus tard, je pense que c'est 2 poids 2 mesures qu'il ne faut pas franchir le jour de l'ECN, régime à vie, pour éviter d'être exposé à certaines maladies graves. On a par exemple la dermatite herpétiforme, comme vous voyez ici, au niveau des genoux et au niveau des coudes, qui est particulièrement handicapante et d'un point de vue esthétique et d'un point de vue fonctionnel. Alors ça, c'est de la liste qui est non exhaustive de toutes les maladies qui peuvent être associées à une maladie cœliaque. Vous avez vu qu'on a le choix et donc il faut être très très prudent avant de dire c'est une maladie cœliaque pure, parce que sinon la maman elle va voir sur internet et elle va voir à quel risque peut être exposé son enfant. Donc on a fait un dossier qui n'abordait pas énormément d'items puisque c'était retard staturo-pondéral, diarrhée chronique, diarrhée aiguë, mais c'est un dossier très important qui tombe de manière récurrente et qui nécessite quelques commentaires. Un, c'est que la diarrhée aiguë, je ne supporte pas de dire « oh bah, c'est une petite diarrhée ». Non, c'est une diarrhée qui tue encore et donc il faut faire attention de bien protéger les enfants en les supplémentant en soluté de réhydratation orale. Il faut connaître donc cette réhydratation par ce soluté spécifique qui est le SRO avec une cuillère mesure pour 30 ml d'eau. Les médicaments peuvent raccourcir le temps de diarrhée, peuvent diminuer le débit des selles, mais étant donné que ça n'est pas recommandé par l'OMS, ça ne peut pas être coté dans une copie de CN. Donc à quoi ça sert de l'apprendre si ce n'est pas coté? Moi, je pense à rien. Donc, vous pouvez apprendre le Turfan ou racecadotril, la smectite ou le smecta. Pourquoi pas? L'imodium, vous savez que c'est contre-indiqué. Si vous mettez un nourrisson sous imodium alors qu'il a une diarrhée, c'est zéro. C'est sûr à la question. Zéro. Donc, attention. Et puis, quand l'enfant n'a pas de diarrhée aiguë mais de diarrhée chronique avec une hypotrophie, en clinique simple, on mesure le rapport périmètre brachial sur périmètre crânien et on a tout de suite c'est une hypotrophie, c'est pas une hypotrophie, parce que le poids seul, parfois, ça nous joue des tours. Donc, c'est intéressant de connaître bien ce critère qui va nous orienter vers la maladie cœliaque. Et la maladie cœliaque, elle a eu, en termes de diagnostic et de critères diagnostiques, des hauts, des bas. Dans les années 70, il fallait 3 biopsies intestinales pour faire un seul diagnostic. Maintenant, on fait une biopsie et je pense que bientôt, on ne va plus en faire, du fait de la pertinence des anticorps IgA anti-transglutaminase. Je rappelle que les IgA anti-gliadine ne sont plus remboursés par la sécurité sociale et que donc il faut faire bonne figure en demandant que les IgA anti-transglutaminase. Certaines équipes proposent de réintroduire le gluten, etc. Non. Non. Vous, c'est traitement à vie, vous n'avez à rien faire. D'accord? La maladie cœliaque, c'est une fréquence probablement très sous-estimée et donc il faut faire attention. Si on est dans les problèmes de taille autre sur des sujets qu'on n'a pas eu le temps d'aborder à cette conférence, n'oubliez pas que devant un enfant qui ne grandit pas, vous n'allez pas demander directement le dosage de l'hormone de croissance. Non, il faut demander l'IGF-1 qui est le métabolite actif. D'accord? Et dans ces commandements, eh bien, sur la prise en charge d'un retard staturo-pondéral, j'aimerais qu'on les décline ensemble. Il faut faire une analyse de la courbe de croissance, d'accord? Savoir que quand il y a des infléchissements, il y a des infléchissements, mais vous ne dites pas cassure
si c'est juste infléchi, parce que cassé, c'est cassé, mais infléchi, c'est uniquement une allure rebondie, d'accord ? La courbe de corpulence, c'est pas adapté. On l'a dit, on ne fait pas le BMI chez le nourrisson, on va le faire chez le plus grand. Le BMI, c'est plus dans le surpoids, mais pas tellement dans la dénutrition. S'il y a juste un retard statural isolé, attention à ces deux syndromes, Turner et maladie cœliaque, qui peuvent donner retard statural isolé, donc il faudra donner cariotype et IgA antitransglutaminase. Et évidemment, devant un retard staturopondéral, s'il y a un retard statural prépondérant, on va chercher un problème endocrinien, alors que s'il y a périmètre brachial sur périmètre crânien inférieur à 0,28 et qu'il y a une hypotrophie, là on va chercher les fameuses étiologies digestives. Okay. La maladie cœliaque, anticorps pour suspecter et la biopsie pour conforter, confirmer. Et attention au reflux, c'est exceptionnellement responsable de retard pondéral. Donc devant un enfant qui grossit pas et qui vomit, il ne faut pas dire « oh, c'est un reflux compliqué ». Il faut rechercher autre chose, une maladie cœliaque, une allergie aux protéines de vache ou une autre pathologie digestive qui peut être à l'origine de ces problématiques. Donc là, vous voyez un dossier qui est somme toute assez court, mais qui donne bien le ton sur l'importance de diarrhée aiguë, diarrhée chronique, l'évaluation nutritionnelle du nourrisson et qui nous a permis de clore cette première conférence de pédiatrie organisée par les conférences Raphaël. Je vous remercie de votre attention.